Début de saison très compliqué pour l'Olympique Lyonnais avec 0 victoire en 6 matchs et cette 10e position au classement de Ligue 1. Alors pourquoi ça cloche du côté de l'Olympique Lyonnais cette saison? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui avec un spécialiste, un créateur de contenu que j'apprécie beaucoup, notamment sur Twitch, Serious Charlie, spécialiste Ligue 1 et Olympique Lyonnais notamment. Comment ça va Charlie? Bah, pas super, hein, toujours pas de victoire, toujours pas de jeu, la tambouille en interne, c'est pas la grande fiesta en ce moment, mais bon, en vrai, ça va personnellement. Ouais, c'est sûr que pour tous les supporters lyonnais, ça doit pas être facile. Donc la famille, comme vous pouvez le voir à l'écran, il y a un petit menu pour cette vidéo. On va commencer par parler un petit peu extra sportif. C'est pas forcément ce que je préfère, c'est pas forcément ce que préfère Charlie non plus, comme tous les amoureux de football, je pense. Mais on est obligé de passer par là, on va dire. Et puis après, on va plus s'attaquer sur le terrain, ce qui nous intéresse plus. On va commencer par un petit peu l'extra sportif avec les conflits présidentiels Aulas, Textor. Moi, honnêtement, d'un point de vue extérieur, je suis un petit peu ce qu'il y a sur Twitter, etc. Mais je suis pas expert, on va dire, de ce conflit-là. Donc, j'aimerais bien avoir ton avis, Charlie, là-dessus. Je tiens juste à dire qu'il y a des accusations de tromperie de l'un de l'autre. Pas de tromperie, bien sûr, personnelle, mais plus, on va dire, en termes de rachat, qu'il n'y a pas eu toutes les informations, qu'il y a eu des informations dissimulées. Et je crois qu'il y a eu une saisie en justice. Donc voilà, dis-nous un petit peu plus, Charlie, et dis-nous ce que tu penses, toi, de cette situation qui est pas, on va dire, très saine pour Lyon. Bah, comme tu l'as dit, on préférerait parler d'autre chose que de l'extra sportif, mais c'est impossible de parler de la situation sportive de Lyon sans parler de ce qui se passe autour. Parce qu'on va parler un peu plus tard des effectifs, de l'effectif, des problèmes dans l'effectif. Mais tout ça part d'en haut et ça fait des années et des années que c'est le bordel hein, en haut à l'OL. Ça a commencé bien avant Textor, ça a commencé avec les histoires de Juninho, Cherou, Maurice, etc., etc. Et ça n'a fait que s'empirer avec le temps et on avait bon espoir qu'après la vente du club, ça se calme un petit peu. Mais ça se calme pas vraiment pour plein de raisons. La première, c'est que John Textor avait un accord avec Jean-Michel Aulas pour garder Jean-Michel Aulas 3 ans au club, sauf en cas de révocation. Et jamais Jean-Michel Aulas n'avait pensé qu'il pourrait se faire révoquer. Il était persuadé que les supporters empêcheraient ça d'arriver, que ce serait pas acceptable. Or, c'est ce qui s'est passé. Jean-Michel Aulas, quand John Textor a racheté le club, avait absolument aucune volonté de faire quelque changement que ce soit. Et John Textor a fini par craquer en se disant bon bah écoute, s'il veut pas bouger la cellule de recrutement, s'il veut pas mettre de la data et s'il veut pas faire des améliorations donc le club ne lui appartient plus totalement, et ben on va le dégager. Et c'est à partir de là que s'est enclenché une vraie guerre entre les deux. C'est lui aussi qui a fait le choix de le vendre. Alors il prétend lui que c'est pas que lui, que c'est aussi les autres actionnaires. Et tout ça est un jeu interposé dans les médias. Et depuis que Jean-Michel Aulas a été dégagé du club, il reste encore quelque chose en suspens. C'est-à-dire que Jean-Michel Aulas est parti, mais n'a pas vendu l'intégralité de ses parts. L'accord prévoyait que John Textor devait racheter toutes les parts de Jean-Michel Aulas à partir du moment où il était révoqué. Ça n'a pas été le cas. Le vrai nœud du problème, et c'est pour ça que Jean-Michel Aulas est encore un problème pour John Textor, c'est que John Textor n'a pas racheté les parts en temps et en heure. Puisqu'il n'a pas racheté les parts en temps et en heure, Jean-Michel Aulas était en droit d'aller réclamer son argent et c'est pour ça qu'il a fait saisir les comptes de l'OL pendant le mercato. Cette histoire-là qui a paralysé l'OL pendant quelques jours. La conclusion de tout ça, c'est est-ce que Jean-Michel Aulas est dans son droit et a le droit de le faire? Oui. Est-ce qu'il doit le faire moralement par rapport à son club? Peut-être pas. Donc on a des jeux de bagarre interposés de Jean-Michel Aulas qui accepte pas la vente et qui essaye de se présenter comme étant présidentiable à nouveau face à un nouveau propriétaire dont il ne récuse la légitimité et la connaissance du foot. Tout ça oblige à s'intéresser à tout ce qui est extra sportif et financier, même si c'est pas le truc qu'on préfère, évidemment. Ouais. Totalement. Et en plus, aujourd'hui, au moment où on tourne, on est vendredi 29 septembre. On a eu une petite interview qui a été rendue publique de Moussa Dembélé, qui a bien tiré, on va dire, sur la direction globale, pas forcément sur la présidence particulièrement, mais sur la direction globale de l'Olympique Lyonnais, en disant que c'était des gens incompétents qui ne connaissaient rien au football. Et même, il disait qu'il regrettait le départ de Juninho, par exemple. Donc voilà, pas vraiment le meilleur cadre pour, on va dire, évoluer sportivement vers le haut pour l'Olympique Lyonnais. C'est un petit peu triste, moi, on va dire, en tant que point de vue extérieur, je suis pas supporter de Lyon, mais voilà, je suis des années 2000, donc c'est pour moi Lyon, c'était un des plus grands clubs français quand j'étais jeune, c'était les 7 titres d'affilée. Et Jean-Michel Aulas, même si on peut ne pas aimer le personnage, etc., j'ai toujours, on va dire, une grande admiration. Pour moi, c'est un des plus grands présidents de l'histoire du football même. Le voir terminer un petit peu comme ça, je trouve ça un petit peu triste personnellement d'un point de vue extérieur. Après, je comprends que les supporters lyonnais aient des avis plus ou moins différents. En tout cas, en tant que fan de Ligue 1 et fan de foot, ça fait un petit peu mal de voir Aulas comme ça, même mettre des tweets après dire que il s'est fait pirater, etc. Enfin bref, c'est un petit peu, je trouve, petit pour un homme du football français, un grand homme du football français. Oh non, mais de toute façon, pour conclure sur ce que tu dis, tu trouveras pas un seul supporter lyonnais qui ne reconnaît pas Jean-Michel Aulas comme étant l'un des plus grands présidents de l'histoire du football français. Maintenant, effectivement, la fin du bilan Aulas gâche un peu tout parce qu'il laisse pas un club en bonne santé et il laisse pas un héritage intact de ces dernières années un petit peu calamiteuses. Ouais, t'as tout dit. Je suis complètement d'accord.
Bon, la famille, on va passer au manque de l'effectif, même de l'effectif global, mais pour moi, il y a des manques et on va en parler. Si Lyon est 17e, c'est bien entendu parce que le climat extra-sportif, comme on l'a dit, est loin d'être sain et loin d'être évident pour les joueurs, pour les supporters, etc. Mais pour moi, quand tu as un club comme l'Olympique Lyonnais, je trouve que le mercato dernier a été très mal géré personnellement. Donc, concernant les départs déjà du mercato dernier, les plus gros départs, on va pas tous les faire. Barcola pour 45 millions, personnellement j'en suis très content. Loukeba 30 millions à Leipzig, ça c'est vraiment, j'ai pas compris ce move. On annonçait un Textor qui voulait garder les meilleurs jeunes lyonnais, etc. Ça s'est pas fait finalement. Romain Fèvre qui a été vendu officiellement, ça c'est une bonne chose je trouve. Oussem Aouar transfert libre et Moussa Dembélé transfert libre. Ça c'était un petit peu tard je pense pour le faire partir. Ça aurait été mieux il y a un an, mais bref. Concernant les arrivées, c'est là où pour moi c'est un petit peu le plus grave concernant Lyon cet été. Puis après tu nous donneras ton avis Charlie. Quand t'achètes Khaled Tachar, t'achètes Maitland Nice libre, ça peut être intéressant. Mama Baldé, Nouama qui peut être vraiment une très belle pépite. Et Mata, je trouve vraiment que sur le papier, après à voir, il y a des joueurs qui peuvent se révéler. Ça peut vraiment. On sait qu'il y a des mercatos sur le papier et après sur le terrain, c'est deux mondes totalement différents. Mais sur un papier comme ça, quand t'es l'Olympique Lyonnais, que même si t'as des dettes pour le stade, etc., que même si c'est le deuxième club sur le papier le plus riche français, on sait que c'est plus compliqué que ça dans les finances. Quand même, on se dit c'est un mercato sur le papier où tu vends tes meilleurs joueurs parce que le Barcola et Loukeba, en dehors de la casette, on peut dire que c'est les deux meilleurs joueurs. Et le recrutement, pour moi, il est vraiment léger. Et après, on va parler de Ryan Cherki, mais je trouve que ça surresponsabilise un petit peu Ryan Cherki. Qu'est-ce que t'en penses, toi, et qu'est-ce que pense, on va dire, la communauté lyonnaise au global? Déjà, il y a deux choses qu'il faut voir. Pour commencer par le positif, il faut quand même se rendre compte que, sans vouloir le défendre, hein, John Textor hérite d'un club où il y a une quantité de poids mort énorme et une masse salariale qui est démesurée par rapport à un club qui joue pas l'Europe. Tu te retrouves avec une masse salariale qui est débile et tu as beaucoup de joueurs qui sont partis qu'il fallait se débarrasser depuis un sacré temps. Tu as réussi à te débarrasser de Toko Ekambi, de Romain Fèvre, de Jeffrey Nedelaide, même si c'est un peu une magouille. Tu as réussi à faire partir des Youssouf Koné, même Amin Sarr, même si il va probablement revenir l'été prochain, il est parti à Wolfsburg. En gros, tu as réussi quand même à dégraisser énormément ton effectif et à ramener une masse salariale digne de ce nom. Tu perds Moussa Dembélé, tu perds Jérôme Boateng, tu perds Jeffrey Nedelaide, Toko Ekambi, c'est autant d'énormes salaires qui viennent un peu épurer le club. Donc le premier objectif de ce mercato, c'est de se débarrasser de tous ces poids morts-là qui pèsent trop lourd dans le masse salariale du club. Ça, cet objectif-là, il a été rempli. Malheureusement, c'est le deuxième et le troisième objectif qui ont été ratés. Ces objectifs, c'est quoi? C'était la promesse de John Textor de garder ses meilleurs joueurs au nez et à la barbe de la DNCG, parce qu'il ne faut pas oublier que si l'OL est sous sanction DNCG, parce que l'OL a refusé de promettre des ventes qu'il a finalement fait derrière. Donc ça, c'est un premier gros du projet sportif de Textor, c'est d'avoir voulu faire les gros bras devant la DNCG pour au final faire ce que la DNCG demandait sans pouvoir avoir les mains libres derrière. Cette sanction de DNCG, elle empêche quand même l'OL de manœuvrer. La seule manœuvre un petit peu chelou qui a été autorisée par la DNCG, c'est le transfert de Nuama via Molenbeek et via quelques magouilles, mais visiblement ça a été autorisé de ce que nous dit Textor. Même si tu as épuré l'effectif de pas mal de poids morts et de gens qui voulaient plus vraiment être là, il te reste dans cet effectif pas mal de gros salaires qui sont pas forcément au niveau. Et en plus, tu en as rajouté. Quand tu recrutes maintenant Nice, il correspond à aucun réel besoin. D'ailleurs, il n'est pas titulaire dans cet Olympique Lyonnais. On ne sait même pas quel est son poste. Maintenant, Nice, c'est John Textor qui le ramène et qui le pose là. On ne sait pas trop quoi en faire. Comme Jake O'Brien, comme Jeffinho l'hiver dernier. Donc le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment de cohérence dans ce recrutement et des promesses qui ne sont pas tenues. On nous avait promis un gros 6. On se retrouve avec Paul Akpoglu qui n'a pas joué 10 matchs de suite aux bêtises depuis 5 ans. On s'est retrouvé avec Kaleta Tsar pour remplacer Loukeba, la perte sportive elle est immense. On se retrouve avec Nuama et Diego Moreira pour remplacer Barcola. Nuama c'est probablement un très bon prospect, mais il va lui falloir prendre du temps avant d'être au niveau. Diego Moreira on sait pas ce que ça vaut et ça coûte 3 millions pour un prêt. Paul Akpoglu on sait pas ce que ça vaut. Skelly Alvero c'est un jeune, mais on sait pas quel est son potentiel. Clinton Mata c'est pas mal, c'est probablement une bonne recrue. Mais tout ça pour dire qu'il n'y a pas eu de recrue phare. C'est que ça manque de leader, il y a des clans, il n'y a pas de joueur d'expérience qui est à son niveau. Kaleta Tsar est pas au niveau, Lovren est tout le temps blessé, Tolisso est pas à son niveau, et Lacazette et probablement pas au niveau de l'an dernier, mais on peut pas lui demander non plus de faire des miracles tous les ans. On nous avait promis Guido Rodriguez, on s'est retrouvé avec Paul Akpoglu. C'est un peu la phrase de je sais plus quel journaliste équipe qui dit on m'avait promis Brad Pitt, on se retrouve avec Danny Boone. C'est un peu ça le mercato de l'OL. C'était l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Galtier, on voulait Zidane et on a eu Galtier. En gros, l'idée est là, je suis d'accord. Clinton Mata d'ailleurs,
pour ceux qui suivent la chaîne, qui sont abonnés et qui mettent des pouces bleus, si vous voyez ce que je veux dire. Je l'avais pris dans mon mercato parfait de Monaco et j'avais dit qu'il serait une très belle recrue pour Lyon aussi. Donc je suis content, j'ai eu un bon point là-dessus. Ok, bah je suis d'accord. Juste moi, mon avis, c'est que Lacazette, même s'il a mal commencé, je pense que tout ce qui est extra sportif, ça aide pas. Et on a vu qu'il était très nerveux sur le terrain. Moi, je pense qu'il va faire une belle saison, honnêtement. Je pense qu'il va continuer sur sa lancée de la saison dernière et qu'il va vous rapporter pas mal de points. Et une fois que la machine sera lancée, je pense pas que ça va vous poser trop de soucis. Par contre, Tolisso, j'ai plus de doutes, on va dire. Mais là, le joueur dont j'ai envie, dont on parle aujourd'hui, c'est Ryan Cherki. Moi, j'en ai déjà parlé sur la chaîne. C'est un joueur que j'aime bien, c'est pas le souci. C'est un joueur qui a énormément de qualité, d'accord. Bref, on va pas dire ce que tout le monde sait. Moi, c'est un joueur, je l'ai déjà qualifié un petit peu sévèrement de surcoté, dans le sens où pour moi, c'est un super joueur technique. Il a énormément de défauts. Mais en fait, c'est tellement pauvre à l'Olympique Lyonnais ces dernières saisons, et notamment la saison dernière, on peut dire, que en fait, j'ai l'impression qu'il est trop mis en avant, comme si ça allait être le sauveur de Lyon. Pour moi, il ne doit pas avoir ce rôle-là. J'ai l'impression qu'il est un peu trop responsabilisé. Et peut-être que c'est dû à des manques de l'effectif aussi. Tu peux nous donner ton avis? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de Lyonnais qui sont du même avis que moi, qui peuvent dire ouais, Ryan Cherki, faut y aller doucement, faut pas trop non plus le vendre comme un prodige, même si quand il était en U15, il mettait triplé sur triplé. Il y en a d'autres qui sont totalement fans du joueur et pensent vraiment qu'il peut porter Lyon à lui tout seul. Moi, je pense que Ryan Cherki est un joueur avec un potentiel immense, mais Ryan Cherki, il a 20 ans. Et à un moment donné, à 20 ans, il est payé extrêmement cher à l'Olympique Lyonnais. Pour le prolonger, on l'a payé très cher. Aujourd'hui, Cherki, il lui reste 2 ans de contrat. Donc c'est un vrai problème, Cherki. C'est-à-dire que soit il faut encore le prolonger, soit de toute façon, il faudra le vendre l'été prochain. Donc l'avenir de Cherki, soit il s'inscrit comme étant un élément clé de cette équipe, et aujourd'hui, il n'est pas encore capable de l'être. C'est pas que de sa faute, soit il s'inscrit ailleurs à partir de l'été prochain, parce que je vois pas un monde où Cherki prolonge l'été prochain dans ce texte-là. Donc le problème Cherki, en fait, c'est dans une très moindre mesure, hein. Attention, je dis pas que c'est un joueur de ce niveau-là, c'est le même qu'avait l'Olympique Lyonnais sous Memphis et sous Fekir. C'est-à-dire qu'on est sur une équipe qui a pas de collectif, qui a pas de projet de jeu collectif, et qui du coup s'en remet à un homme providentiel, comme il s'en est remis à Fekir et comme il s'en est remis à Memphis. Il y avait grosso modo les mêmes critiques de joueurs qui surnageaient en termes techniques, mais qui étaient peut-être un peu individualistes et qui portaient trop cette équipe-là, à défaut d'avoir un projet collectif. Et le problème de Cherki, c'est qu'à force de lui donner ce rôle-là de providentiel, on l'empêche de progresser collectivement. Et c'est pour ça que c'est un joueur qui stagne un petit peu en termes collectifs, qui n'a pas forcément la volonté de faire tous les efforts, parce qu'il est, comme tu l'as dit, surresponsabilisé. Donc Cherki, c'est un joueur qui polarise énormément de choses, entre des gens qui trouvent qu'il est complètement surcoté, qu'il est nul, qu'il est trop individualiste, et de l'autre, des gens qui disent que c'est un prodige et qu'on ne peut pas se faire sans lui. Moi, je suis plutôt de la deuxième catégorie, mais je sais reconnaître que c'est un vrai problème de fond dans cet effectif, et que probablement que Ryan Cherki, s'il était inscrit dans un collectif où il n'était pas le seul vrai joueur de foot avec Alexandre Lacazette, ça irait peut-être mieux. Par la force des choses, tu vas te forcer à tout faire passer par Cherki, et du coup ton collectif va être déséquilibré, si tant est qu'il y en ait un. Donc Cherki, pour moi, il est un peu le cul entre deux chaises, pour être un peu grossier, de pas pouvoir s'inscrire dans un collectif parce qu'il n'y a plus de grands joueurs autour de lui. Et il y a peut-être probablement un problème d'attitude et de conception des choses, mais c'est difficile pour lui aussi de pas se dire mais c'est moi le génie dans l'équipe, parce que factuellement, oui, c'est lui, et c'est un problème. C'est très, très intéressant, très pertinent. En plus, on le voit avec les espoirs, là, notamment avec les espoirs de Thierry Henry. C'est un super joueur, hein, quand il est bien entouré, de toute façon. Voilà, même exemple parfait. Pas, une vision de jeu très très belle, mais c'est vrai que des fois, son côté un petit peu soliste ou pas très, je dirais pas très il l'a pas en espoir. Mais ouais, exactement, c'est pas le même joueur. C'est vrai qu'en espoir est à Lyon, et c'est là où je te rejoins, que peut-être dans un grand effectif, ça serait un super joueur. Enfin, c'est déjà un super joueur, grand effectif, sûr. juste un effectif qui tourne avec des joueurs de talent autour de lui, parce que c'est ce qu'il y a en espoir, et en espoir, j'ai l'impression qu'il a plus envie, et je pense que c'est qu'une question d'envie, c'est pas une question de problème personnel de joueurs comme ça. Mais je suis d'accord aussi qu'il lui faut un peu de créativité autour de lui pour encore mieux s'exprimer. Ok, on va passer à la dernière rubrique, on va dire, de cette vidéo. Merci à tous ceux qui sont encore là. Ça serait du coup sur le coach, puisque comme vous le savez, Laurent Blanc a été viré, même si Laurent Blanc, c'est un coach que j'ai adoré durant mon adolescence. Je suis obligé de constater qu'il est un petit peu dépassé pour le football moderne et qu'il était plus très motivé, j'ai l'impression, à faire remonter l'Olympique Lyonnais. Enfin bref, le problème était bien plus complexe que ça. Mais du coup, maintenant, c'est Fabio Grosso qui a pris les rênes de l'équipe. Je vais vous citer une citation tout simplement qui vient de leprogrès.fr, qui est donc un proche de Fabio Grosso, qui a écrit « Il passe vraiment toutes ses journées au centre d'entraînement, il étudie tout, regarde tout, il ne perd pas une seconde, il est du matin au soir au club, il n'a vraiment pas le temps de donner un coup de fil à l'extérieur. » Ouais, ça doit être ça. Ouais.
forcément, il exagère peut-être un petit peu. Mais en tout cas, ça montre que, contrairement à Laurent Blanc qui aimait bien jouer au golf, Fabio Grosso a l'air très très impliqué dans la réussite de l'Olympique Lyonnais. C'est aussi normal pour lui puisqu'il joue très gros dans sa carrière. Donc déjà, c'est intéressant. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de l'arrivée de ce coach? Et est-ce que tu penses que Lyon peut remonter la pente grâce à ce changement de coach? Ou alors le mal est bien plus profond que ça et peut-être qu'il faudra un mercato hivernal qui peut vous relever? Comment tu vois les choses et comment, si tu peux le dire, comment les Lyonnais au global voient les choses par rapport à ça? Les Lyonnais au global, je sais pas trop. Je sais que l'arrivée de Grosso a globalement été très bien accueillie parce que on a envie de croire en la construction d'un nouveau projet, ce que Laurent Blanc avait jamais vraiment eu l'intention de faire. En termes d'attitude, effectivement, tu l'as dit, Laurent Blanc, on a plus envie de jouer au golf qu'autre chose. Et je pense qu'il a été très vite déprimé par le système lyonnais. Grosso, les échos qu'on a, c'est que enfin ça bosse à l'entraînement, qu'il a des préceptes de jeu. Il est quand même venu accompagné de 4 adjoints. Donc le contexte n'est pas si mauvais pour lui. Donc moi, j'ai tendance à penser que c'est une bonne chose qu'il soit là. Maintenant, je suis pas forcément optimiste parce que je pense que Grosso, tout travailleur qu'il est et tout positif dans ses préceptes qu'il peut être, n'arrivera à rien avec cet effectif si c'est pas moins le bordel autour de lui, dans l'effectif, dans l'ambiance, dans l'état-major du club. Le vrai manque à l'OL, il est en termes de direction sportive. Aujourd'hui, vous avez un propriétaire qui est américain, qui est là de temps en temps. Vous avez un président qui a été intronisé intérimaire, qui n'est pas là pour durer. Vous avez encore beaucoup de gens qui sont décisionnaires à l'OL, qui sont soit des soldats d'Olas, soit des gens qui sont là au fond du trou, pour poser les termes. Et aujourd'hui, il n'y a pas de patron sur le sportif. Fabio Grosso vient d'arriver, il arrive dans un staff où il y a encore des anciens, des Sonny Anderson, des Vullier, où il y a encore un Ponceau qui est dans l'équation, un peu dans le sportif, mais pas trop. Vous avez tous ces gens-là qui étaient là d'avant, qui étaient là de bien avant, qui gravitent et qui, du coup, on ne sait pas trop à qui il faut s'adresser dans le sportif. Est-ce que c'est Mathieu Louis-Jean qui est directeur sportif, alors qu'il est directeur du recrutement? Est-ce que c'est Sonny Anderson, le conseiller du président, qui a un pouvoir décisionnaire? Est-ce que c'est Jean-François Vullier, ce qui a été l'entraîneur intérimaire, qui a un poids dedans? Est-ce qu'il faut aller voir Ponceau? Est-ce qu'il faut aller voir Cucci? Aujourd'hui, les coachs et les joueurs, ils sont paumés dans le sportif. Donc le vrai problème, il n'est pas vraiment est-ce que Grosso pourrait réussir. Je pense que Grosso, il peut réussir et que c'est un bon coach. C'est un jeune coach qui a des beaux préceptes et qui est légitime à l'Olympique Lyonnais, auprès des joueurs, auprès des supporters. Grosso, il a tout pour réussir, Fabio Grosso. Il a les supporters, il a les médias, il a les joueurs, il a la volonté de tout le monde que ça fonctionne. Mais il ne pourra pas y arriver s'il n'y a pas une réorganisation globale. C'est ce que disait Moussa Dembélé, que les gens qui connaissent rien au football arrêtent de s'occuper du football et que les gens qui veulent le bien de l'Olympique Lyonnais soient en fait mis en avant, ou peut-être, rêvons peut-être plus grand, qui reviennent pour ceux qui sont partis. Ouais, je suis du même avis. En tout cas, je suis curieux de voir comment Grosso va réussir peut-être à lancer une nouvelle dynamique à Lyon, même si le mal est bien plus profond et que je pense qu'il y a peut-être encore quelques irréductibles en France qui voient Lyon top 3, mais je pense que ça se compte sur une poignée de main. Mais je ne pense pas que Lyon y arrivera. Top 3, honnêtement, je ne sais pas ce que je fais, mais il faudra un sacré miracle. J'avais hâte de voir ça. Mais du coup, on va finir juste sur les pronostics, juste pour le fun, et puis on ressortira ça à la fin de la saison. On a tous les deux pronostiqué la Ligue 1 avant le mercato ou à la fin du mercato. Mais là, après 6 journées, si je ne me trompe pas, moi j'avais mis Lyon 8e avant le mercato, avant la première journée, pardon, on va dire début août. Toi, tu les avais mis 9e à la fin du mercato. Comment tu vois les choses maintenant? Je sais même qu'il y en a, notamment, j'ai un ami youtubeur qui s'appelle Floco, qui a dit que Lyon pouvait descendre en Ligue 2 alors que lui, il est supporter lyonnais. Comment tu vois les choses? Est-ce que tu vois Lyon finir, je sais pas, 14e, ou est-ce que tu peux voir Lyon même se battre pour le maintien? Je pense vraiment que c'est tout et que si jamais il n'y a pas de changement dans cet écosystème-là, Lyon peut se retrouver à lutter pour le maintien pendant toute la saison. Parce que pour l'instant, enfin, en vrai, il faut être totalement objectif. Moi, je rêve d'un Noël qui se redresse et qui va jouer le top 6 pour enfin jouer l'Europe. Et peut-être que ça peut arriver si l'état d'esprit est bon, si tout le monde se bouge et qu'on repart dans le bon sens. Intrinsèquement, l'effectif, il ne doit pas jouer le maintien, il doit jouer le top 6. Alors pour moi, il n'est pas niveau top 3, hein, même à son meilleur niveau. Mais la vérité, c'est que normalement, cet effectif de joueurs qui sont relativement de qualité, même s'il n'est pas fou, doit jouer le top 6. Maintenant, aujourd'hui, si on est objectif, l'OL a 2 points en 6 matchs. Les équipes dans les 10 dernières années qui ont 2 points en 6 matchs, elles ne jouent pas la première partie de tableau à la fin de la saison. Donc il faut être tout à fait honnête. Et dans le contenu, je ne sais plus si tu as vu ce classement là qui met le classement par rapport aux expected goals. On voit par exemple que c'est Lille qui devrait être beaucoup plus haut, que Paris est plus bas. Lyon est à sa place aujourd'hui par rapport au contenu dans le jeu. Donc aujourd'hui, si on est totalement objectif, Lyon joue le maintien et jusqu'à preuve du contraire va jouer le maintien. Il y a déjà du retard à rattraper. Un miracle n'est pas exclu. Mais je pense que le miracle, pour qu'il ait lieu, il va falloir des décisions très fortes et un sacré ménage. Ok, moi je suis
pas trop de cet avis-là, dans le sens où je pense que Lyon va faire une remontée. Euh, pour plusieurs raisons. Déjà, sur les 6 premières journées, même si le contenu est vraiment dégueulasse, moi j'ai dû voir 3 ou 4 matchs maximum de Lyon en entier cette saison. Le contenu est vraiment pas bon, mais on peut relativiser en disant ils ont joué Brest et le Paris Saint-Germain. Donc déjà, Brest, même si c'est moche de dire ça, c'est quand même c'est un peu le Lens de la saison dernière pour l'instant, une équipe un petit peu surprise, ou plutôt le Lorient de la saison dernière qui a fait une très belle première partie de tableau de saison. Et donc voilà, c'est deux équipes quand même qui, on va dire, deux défaites plutôt logiques sur le papier. Je vois Lyon finir 10e. Moi, je vais le dire 10e, dans le ventre mou, avec une deuxième partie de saison très intéressante quand Grosso a eu le temps d'inculquer ce qu'il veut inculquer et peut-être même de faire un mercato hivernal où il va pouvoir prendre des joueurs avec les profils dont il a besoin. Je pense que Lyon va faire une belle deuxième partie de saison. Je les avais annoncés 8e, je pense qu'ils en seront pas loin. Peut-être pas 8e, peut-être même, ils pourront peut-être finir au-dessus, hein, je dis pas le contraire, on est qu'à la 6e journée. Mais moi, je vois Lyon finir vraiment dans le ventre mou. C'est vrai que maintenant, c'est que 18 équipes, donc je retire ce que j'ai dit. Je ne les mets pas 10e, je les mets 9e. On va dire première partie de tableau avec une belle remontée. C'est comme ça que je vois les choses personnellement. Moi, je signe. Le scénario crédible et positif, c'est une deuxième partie de saison sur laquelle tu peux construire pour la saison prochaine. Et surtout, un mercato où tu as les mains libres. Parce que c'est pas dit encore que la DNCG nous lâche en octobre. C'est pas encore gagné. Donc on verra d'ici là. Mais moi, tu me dis 9e, honnêtement, là aujourd'hui je signe parce qu'aujourd'hui j'ai peur. Donc, bah ouais. Aujourd'hui c'est 17e, donc ça m'étonne pas que tu signes. Ok, bon bah en tout cas merci beaucoup Charlie, je vois qu'on est déjà à une vingtaine de minutes, qu'on va devoir s'arrêter là. En tout cas merci beaucoup à toi pour la venue sur la chaîne. Comme tu le sais, je vais pas vous mentir les gars, c'est moi qui ai demandé à Charlie de venir parce que j'aime beaucoup son contenu, donc c'est un plaisir pour moi. Si vous avez kiffé la vidéo, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous, allez voir le contenu de Charlie. Sur Twitch, sur YouTube, sur TikTok, il est partout, sur Twitter notamment. C'est là où moi je t'avais découvert, c'était sur Twitter. Donc voilà, merci beaucoup Charlie. Je te laisse le mot de la fin sur la saison de l'Olympique Lyonnais ou sur ce que tu veux. Et puis je te souhaite une bonne soirée. On va essayer d'avoir un petit peu moins envie de mourir dans les prochaines journées. Ça sera... C'est pas mal. Allez, à bientôt, salut à toi. Peace.